deviez définir la préhistoire, vous diriez quoi? J'ai peur de dire des bêtises. Les mammouths. Personnellement, j'ai pas connu. Néandertal, Transmission par l'oral. silex, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Non. Je sais pas. Ou non, ou outil, j'en On sais a rien. dit outils, ouais. Alors, en termes de bornes chronologiques, Les grottes. Des dessins sur les murs. Ah, les grottes de Lascaux. Les poils. C'est abstrait pour moi cette période. Alors oui, c'est sûr que c'est abstrait. En fait, c'est une question un peu piège, parce que c'est vraiment trop vaste à définir. Mais peut-être qu'on peut déjà commencer par penser au cadre chronologique de cette période. Et dans sa définition la plus courante, en fait, la préhistoire, c'est la période qui va s'étendre de l'apparition du genre Homo, il y a environ 2,5 millions d'années, jusqu'aux alentours de l'apparition de l'écriture, il y a environ 4000 ans avant notre ère. Bon, déjà, la préhistoire, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'aurais dit naïvement, comme ça, au hasard, tout ce qui est avant l'histoire. Donc oui, ça veut dire qu'on définit la préhistoire par la négative. Ce n'est pas l'histoire, mais qu'est-ce qui différencie la préhistoire de l'histoire ? En fait, ça va être avant tout les vestiges qui nous parviennent, et donc la manière dont on va les étudier. En préhistoire, on retrouve simplement les vestiges matériels, donc ça va être des tessons de céramique, ça peut être des ossements, des outils. Mais en histoire, où on a quand même plus de choses, on retrouve aussi les documents écrits. Donc on va trouver des stèles, des contrats de vente, des actes juridiques, des documents religieux aussi. Donc tout ça nous donne quand même beaucoup plus d'informations, de détails sur la manière dont les gens vivaient à cette époque. Et ça, c'est le travail de l'historien d'étudier ces sources. Et aujourd'hui, l'écriture est tellement présente dans notre société qu'il est difficile d'imaginer que l'on a pu vivre sans. Pourtant, toutes les sociétés ne se mettent pas à l'écriture au même moment. Généralement, on localise le foyer d'apparition de l'écriture en Mésopotamie, il y a environ 3700 ans avant le présent, donc c'est-à-dire il y a 5000 ans, donc c'est l'écriture cunéiforme en gros. Mais on peut aussi évidemment évoquer les hiéroglyphes avec l'Égypte, il y a environ 3000 ans, il y a aussi la Chine, il y a 2000 ans, ou bien encore les Olmecs en Amérique, il y a 1200 ans, un petit peu avant le présent. Donc, quand on pense apparition de l'écriture, il ne faut pas penser à une invention localisée puis à une diffusion, mais en fait à des phénomènes qui vont apparaître à plusieurs endroits à différents moments. On parle de phénomènes de convergence. Et cette écriture, elle apparaît appliquée à différents domaines, et elle va prendre différentes formes. Donc, placer la borne de la préhistoire il y a 5000 ans, c'est un petit peu problématique, car ce n'est pas du tout un phénomène uniforme. C'est sûr que c'est un petit peu plus délicat que juste mettre une date, tirer un trait et puis c'est marre quoi. En fait, la frontière entre histoire et préhistoire est assez floue et depuis l'âge des métaux, voire en fait même depuis le néolithique, on est face à une véritable période de transition au regard de l'écriture où l'écriture justement apparaît un petit peu au compte-gouttes. C'est une période qu'on va plutôt appeler proto-histoire et qui va permettre en fait de définir une période dans laquelle plusieurs réalités différentes cohabitent avec des populations qui pratiquent l'écriture et d'autres non. C'est le cas des Celtes par exemple, qui ont refusé d'adopter l'écriture, mais que l'on connaît à travers des écrits, notamment la guerre des Gaules qui est écrite par César. Mais attention à ne pas prendre chaque mot pour une vérité établie. Ouais, dans la guerre des Gaules, en fait, César dépeint des Celtes assez mal dégrossis, qui se bagarrent tout le temps, qui boivent du vin pur, enfin une vraie plaie, quoi. Alors que bon, si on confronte ces récits avec les sources archéologiques, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée que ça. Et notamment, les Celtes pratiquaient le commerce avec l'Italie depuis bien longtemps, en tout cas avant l'invasion de César. Donc en fait, même si l'écriture apparaît, on a toujours besoin de l'archéologie, parce que ça va nous permettre en fait de valider, d'infirmer ou de compléter les sources historiques. Et quand on pense à l'histoire, il ne faut pas la voir comme une ligne droite avec des stades à respecter. Par exemple, l'Antiquité, c'est vraiment un phénomène qui est propre à une région particulière, le bassin méditerranéen, et à une ère culturelle particulière aussi, les civilisations gréco-romaines. Et à ce découpage chronologique, on va aussi associer des phénomènes culturels, politiques, des pratiques architecturales, artisanales, une organisation particulière. Si on se décale par exemple et qu'on pense aux Amériques avant l'arrivée des Européens, on va plutôt parler de civilisations précolombiennes. On n'a pas du tout la même organisation ni les mêmes problématiques. Donc en fait l'écriture est une rupture, effectivement, mais pour les populations
qui l'ont vécu, il n'y a pas un avant et un après, la civilisation est apparue pouf comme ça. En fait, il y a aussi des continuités qui sont intéressantes à prendre en considération. Donc comme on l'a vu, on ne peut pas vraiment mettre de date précise à la fin de la préhistoire et ça va varier géographiquement. Du coup, on a des populations qui pratiquent l'écriture et qui cohabitent avec des populations qui ne la pratiquent pas. Donc on peut se poser une question, par exemple, c'est si jamais on a une population qui ne pratique pas l'écriture mais qui en plus ne côtoie pas de population qui la pratique, est-ce qu'on est dans la préhistoire ? Ou bien encore, si on va plus loin, les populations amazoniennes qui vivent en autarcie dans la forêt amazonienne, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'elles appartiennent à la préhistoire ? Et là, on voit que sérieusement, il pose problème quand même et qu'il conduit même à des amalgames. Parce qu'en fait, l'apparition de l'écriture, c'est un critère qui est avant tout disciplinaire, beaucoup plus que chronologique, on l'a vu. En fait, l'existence de sources écrites ou non va plutôt permettre de différencier si on appelle un historien ou un préhistorien pour étudier la question. Mais comme dans notre préhistoire européenne, en fait, il y a une rupture forte au moment de l'adoption de l'agriculture puis de l'écriture, on a tendance à considérer que tout ce qu'il y a avant ça, quelle que soit l'ère géographique, appartient au passé. Et tout à coup, paf, c'est comme ça qu'on en arrive à dire que les populations de chasseurs-cueilleurs actuelles appartiennent à la préhistoire. Or, elles sont nos contemporaines, donc il y a autant de temps qui nous sépare, elles et nous, des peintres de Lascaux. Bon, là, on a vu qu'avec la fin de la préhistoire, c'était clairement le bordel. Mais si on s'intéresse au début, est-ce que ce sera plus clair ? Je suis pas sûre. Hein. Pas sûre non plus, ouais. Donc comme on l'a vu, le début de la préhistoire correspond à l'émergence du genre Homo entre 2,6 et 2,4 millions d'années, dont le premier représentant est un certain Homo habilis, qui a été découvert dans les années 60 dans les gorges de l'Olduvai en Tanzanie. Alors on va pas rentrer dans les spécificités de notre généalogie maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est donc l'un des ancêtres directs de Homo sapiens, notre espèce. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a de si spécial Homo habilis ? Pourquoi est-ce que c'est avec lui qu'on va commencer la préhistoire ? Alors bien sûr, on pourrait faire commencer la préhistoire à 2,4 millions d'années avec l'apparition du genre Homo. Ça aurait une logique biologique. Mais on pourrait aussi commencer à 7 millions d'années avec l'apparition des premiers représentants de la lignée humaine. Le problème ici, c'est qu'on ne retrouve pas de vestiges matériels associés. Donc ce n'est plus vraiment l'objet de la préhistoire, mais plutôt celui de la paléanthropologie, qui étudie l'évolution des anciens représentants de la lignée humaine à travers leurs restes fossiles. Mais en fait, c'est la même question qu'entre préhistoire et histoire, c'est une question disciplinaire. En plus de ça, si on montait aussi loin, on perdrait de vue ce qui fait vraiment la spécificité humaine. En tout cas, celle que l'on attribue à l'humain, qui est plutôt rattachée à une expression symbolique, à l'utilisation d'un langage, à la production d'une culture matérielle. Mais si on suit ce raisonnement de la spécificité humaine jusqu'au bout, pourquoi ne pas faire directement commencer la préhistoire avec l'apparition d'Homo sapiens, notre espèce, dont les plus anciens restes fossiles ont été retrouvés en Afrique vers 300 000 ans ? Pourquoi s'intéresser aux pierres Paul-Jacques qui l'ont précédé ? Peut-être parce qu'en fait, le critère qui détermine le début de la préhistoire, il est peut-être pas vraiment d'ordre biologique. Il y a un petit je ne sais quoi en plus quand même. Hein. Et ce petit je ne sais quoi, en fait, il est inscrit directement dans le nom. La préhistoire commence avec Homo habilis, l'homme habile, parce que, en fait, c'est le premier qui a été retrouvé avec des outils taillés. Du coup, la préhistoire commencerait plutôt avec l'apparition d'une culture matérielle, c'est-à-dire avec les premiers outils taillés. Et d'ailleurs, paléolithique, c'est inscrit dans le nom, ça veut littéralement dire l'ancienne pierre. Et donc, en fait, ce qui pourrait faire cette spécificité humaine, c'est peut-être la production d'une culture matérielle. Et c'est ça qui caractériserait le genre Homo, la production d'outils. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité en préhistoire, vous voyez déjà où ça coince. C'est qu'en 2015, une équipe de recherche dirigée par Sophie Armand, une préhistorienne française, a fait une découverte majeure sur le site de Lomekwi, sur le bord du lac Turkana, au Kenya. Cette découverte, ce sont des outils datés à 3,3 millions d'années. Alors pourquoi cette découverte a fait grand bruit ? Eh bien, c'est parce qu'elle précède de près d'1 million d'années les plus vieux outils connus jusqu'alors. Mais là où il y a vraiment de quoi bouleverser la recherche, c'est qu'à 3,3 millions d'années, il faut encore attendre 500 000 ans avant l'apparition d'Homo habilis.
Du coup, ça pose tout de suite une question, qui sont les auteurs de ces outils? Alors évidemment, on est en préhistoire, il n'y a pas une pancarte avec « oui, c'est moi qui ai fait ces outils-là », donc il faut qu'on procède à des déductions quand on n'a pas les fossiles avec les outils. Donc dans le cas de l'Omequi, on propose soit Kenyanthropus platyops, soit les Australopithèques comme les auteurs de ces outils, parce qu'ils vivaient dans ces régions-là à ce moment-là. Du coup, admettre que ces deux espèces ont pu produire des outils, ça pose problème puisque jusque-là, c'était la production d'outils qui définissait la spécificité humaine. Et du coup, on n'aurait peut-être plus rien de si spécial. Mais en fait, ce qui est intéressant en préhistoire, c'est que au-delà de la production d'outils, on pose plein d'autres questions sur la définition de l'humain. À la fois des questions d'ordre anatomique et biologique, mais aussi des questions anthropologiques, des questions philosophiques, ça va bien plus loin. C'était quoi la question déjà? À la base, on cherchait à définir la préhistoire. Ah oui. Bon, du coup, cette seconde bande chronologique, comme au final César le fait avec les Celtes, on a des représentations en tête qu'on applique sans même vraiment s'en rendre compte sur des réalités qui sont au final peut-être totalement différentes. Parce que, au final, les seuls humains qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est notre espèce. Du coup, on n'a pas vraiment de point de comparaison possible, et comme on a besoin impérativement de se représenter les choses, et qu'on n'a que quelques cailloux au final qui nous restent, on projette notre réalité sur ces mondes-là. Bon, mais du coup, qu'est-ce que la préhistoire au final? On a vu que c'était vraiment compliqué de la définir par son objet, parce qu'il est tellement vaste qu'il recoupe trop de réalités différentes en même temps. D'un côté, on se confronte à des questions de définition de l'humain avec la paléanthropologie, avec la philosophie aussi, mais de l'autre côté, on se confronte à des questions de linguistique, d'ethnologie et même d'histoire avec l'apparition de l'écriture, qui est vraiment un sujet très spécifique. Donc au final, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la préhistoire comme une discipline qui étudie les sociétés du passé auxquelles on n'accède que par l'archéologie, là où l'archéologie pourrait nous renseigner aussi sur les périodes historiques? Ouais, et ce que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'au final, elle rappelle que la préhistoire, c'est avant tout une discipline. Et on remarque que quand on a voulu la définir, à chaque fois qu'on s'est heurté à quelque chose, c'était sur une question disciplinaire, parce qu'on changeait en fait d'objet, et donc on changeait de discipline. Et c'est vrai que l'archéologie, c'est une discipline qui est à la frontière de beaucoup d'autres, et on a souvent tendance à passer sur les autres disciplines sans même s'en rendre compte. Donc, récapitulons. La préhistoire, c'est avant tout une science. Et cette science, elle a été faite par des individus. Donc, on a à la fois des figures marquantes, une véritable histoire disciplinaire avec des courants de pensée et aussi des révolutions. Et ce que l'on a aujourd'hui, les connaissances que l'on a aujourd'hui, correspondent à un moment de la recherche. Et la préhistoire, par ailleurs, c'est aussi une amplitude chronologique extrêmement vaste, avec laquelle on est obligé d'utiliser des échelles et des méthodes totalement différentes. Oui, les méthodes sont différentes parce qu'à la fois on étudie des vestiges dont les états de conservation peuvent être très différents, mais aussi parce que ces vestiges varient d'une population à l'autre. Et c'est justement ces populations-là qu'on étudie à travers leurs vestiges matériels, donc il faut bien avoir conscience de la façon dont elles existent par rapport à leur système de représentation au monde. Entre les populations de chasseurs-cueilleurs et des populations sédentaires, on n'a pas du tout les mêmes vestiges matériels parce qu'on n'a pas du tout les mêmes systèmes. Et même, en fait, entre deux populations de chasseurs-cueilleurs... La chasse. La chasse. La cueillette, la chasse. c'est pas si évident que ça, quoi. Mais tu coupes. Il est exprès de nous laisser fixer la caméra.